Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Audrey et ceci est un épisode principalement de tricot. Vous pouvez me retrouver sous le pseudo Yarnflex sur les réseaux sociaux et ici sur YouTube je fais des podcasts en anglais et en français selon un rythme qui est en train de changer. Voilà. Donc merci beaucoup de me rejoindre pour ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Il me semble qu'il fait à peu près beau sur toute la métropole, donc si vous êtes là, j'espère que vous en profitez, même si ça veut sans doute dire que le printemps sera étrange. Mais bon, au moins on profite d'une très belle lumière pour filmer nos podcasts, n'est-ce pas? J'ai 4 projets dont je voulais vous parler aujourd'hui, donc je pense qu'on va commencer tout de suite. Vous trouverez tous les temps des différentes sections du podcast dans la description, donc si vous voulez sauter un passage, n'hésitez pas à regarder ça. Je mets aussi tous les liens de ce dont je parle, ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux et mes patrons sur Ravelry et Making Things. Voilà. Je pense qu'on peut commencer. Et le premier projet dont je voulais vous parler, c'est un modèle que je viens de publier sur Ravelry. Et c'est un modèle que vous n'avez pas vu, puisque lorsque j'étais en train de tricoter, il était secret. Donc, à la fin de l'année dernière, j'ai été contactée, moi et d'autres créatrices, par Anna de la boutique Lana et Tricot, qui voulait organiser un club découverte de laine naturelle. Donc, son idée, c'était de proposer pendant 3 mois une petite box avec un patron, la laine pour faire le patron et d'autres petits cadeaux pour mettre en avant des laines dites plus rustiques, non superwash, voilà, une sorte d'introduction aux laines non superwash. Et donc j'étais très contente d'être contactée par Anna. Et Anna, j'ai toujours l'impression qu'il faudrait que je le dise autrement vu qu'il n'y a qu'un N, mais Anna, ouais, bon, bref. Ça commence bien. Donc on a un petit peu hésité sur le projet. Elle en a déjà parlé dans son podcast il y a quelques semaines, donc je vous encourage à aller voir ça si vous ne l'avez pas vu. On a un petit peu hésité sur le projet qu'on voulait faire elle a fini par me dire qu'elle avait en tête une idée de faire un projet avec un dégradé de couleurs naturelles de fado, de fontis. Et en fait j'ai eu un déclic avec cette idée et c'est comme ça qu'est né le col Vercors. Donc c'est un col qui se tricote en laine Aran. Et donc sur ma version et sur la version du kit, vous avez donc ce dégradé de 4 couleurs naturelles de fontis avec ce jeu de textures qui sont des mailles allongées en fait. Je suis très fière de mon idée de tirer la couleur sortante vers la nouvelle couleur. Et voilà, c'est plutôt simple, c'est sympa à tricoter, ça va vite. Et il y a moyen de faire pas mal d'associations très sympas, soit unicolores pour faire quelque chose d'un petit peu plus minimaliste et profiter de juste de la texture de ces mailles allongées et des petits accents de mailles en vert ici et là. Soit d'utiliser des laines à speckles ou des choses comme ça peut être aussi sympa, faire d'autres genres de dégradés, de fade, comme on doit dire maintenant. Mais voilà, donc c'est le col Vercors, il est disponible maintenant sur Ravelry individuellement, donc il faisait partie de la box de janvier. Et du coup il y a pas mal de personnes les personnes qui participent à la box du coup l'ont déjà tricoté. J'ai vu des versions très sympas sur Instagram et il est maintenant disponible individuellement sur Ravelry. Si vous voulez la laine, Anna de Lana et Tricot met en vente des kits avec le patron et la laine. Donc si vous passez sur la boutique d'Anna, soit en physique soit en ligne, elle a des kits avec spécifiquement la bonne quantité de laine pour faire le col. Et le patron est bien inclus dedans, donc n'achetez pas le patron tout seul et après le kit.
parce qu'en fait moi je pourrais pas vous rembourser le patron si jamais vous faites ça, parce qu'il va falloir que je déduise quand même les frais PayPal et Ravelry, et donc c'est pas sympa pour vous. Donc si vous voulez le kit d'Anna, je vous encourage à aller voir chez elle. Je mettrai le lien en description. Elle doit les avoir mis en ligne à l'heure où je tourne, donc quand je mettrai le podcast en ligne, j'essaierai de trouver ça. Et sinon, si vous voulez le patron individuellement, il est disponible sur Ravelry. Et il y a un code promo jusqu'à dimanche si vous voulez avoir moins 15% pour la sortie du patron. Et donc c'est le code Vercors. Voilà. Je pense que j'ai tout dit, je peux peut-être le passer pour vous montrer comment il va. Anna vient de me le renvoyer en fait, puisque je lui avais envoyé le mien pour qu'elle l'utilise et prenne des photos et faire 2-3 trucs avec. Et qu'elle puisse porter le sien, qu'elle l'a testé pour moi. Et du coup elle vient juste de me le renvoyer, donc j'ai pas eu l'occasion de le porter cet hiver, mais bon là si jamais il refait un petit peu froid d'ici quelques semaines, pourquoi pas. Donc voilà, moi je le tiens. Il reste quand même bien près du cou, il est bien chaud comme c'est une laine hareng. Et du coup la Fonty de Fado, c'est la même laine que la Gilliatt d'Hererum Natura, donc c'est cette laine hareng cardée. J'ai des cernes vraiment abyssales. Hein. Et voilà. Donc, il reste quand même bien pris du coup, moi je l'aime bien. Il tient très chaud. Beaucoup trop chaud pour le porter là sur le podcast alors qu'il fait un grand soleil et que j'ai beaucoup trop de cheveux. Voilà. Je l'aime beaucoup. J'en suis très contente. Donc j'espère qu'il vous plaît aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et je vous mets les liens dans la description du patron et du kit si vous voulez le kit. Et voilà. Je pense que j'ai tout dit. Oui, c'est assez simple à tricoter. Le patron a des instructions écrites uniquement parce que c'était trop bizarre de faire un diagramme en fait alors qu'il est en quinconce et que c'est assez instinctif, géométriquement parlant. Mais voilà. Un petit col pour la fin de l'hiver. En fait, j'ai une idée de pull, de modèle de pull avec quelque chose comme ça. Du coup, c'était l'occasion un peu de m'entraîner et de voir ce qui fonctionnait bien. Et je suis très contente de ce petit projet. Voilà. Je pense que j'ai rien oublié, j'espère. Mon prochain projet, je ne l'ai pas avec moi, c'est le pull for Fox's Sake que je tricotais pour mon copain, que j'ai fini et que je lui ai envoyé. Donc j'avais tourné une petite vidéo avant de lui envoyer, donc pour vous montrer en fait une fois fini, et je vais l'insérer maintenant. Bonjour, petite vidéo en avance pour vous montrer mon pull for Fox's Sake fini, donc qui est ce yoke en jacquard qui est un patron de Maxime Cyr, que je tricotais pour mon copain et qui est terminé. Donc comme je vais lui envoyer par la poste, je voulais filmer pour vous le montrer juste avant. Donc voilà, il est terminé. Les manches, j'ai juste replié les côtes parce que je trouve que c'est un peu long sur moi. Ce sera peut-être pas nécessaire pour mon copain, mais au cas où il pourra le faire. Je trouve que c'est assez propre comme ça. Et voilà, donc je suis assez contente. J'ai pris des photos de moi en le portant. Sur moi, il est un poil trop grand, forcément. Mais il est quand même sympa, il est super confortable et quand même assez léger. Vu que la laine que j'ai utilisée, qui est la Ulysse de Hererum Natura, est une laine cardée. Et voilà, donc au niveau du jacquard, donc comme je l'ai déjà dit, c'est pas forcément mon travail le plus net. Quand on regarde de loin ça va, mais c'est vrai que si on regarde de près et une fois porté, il tire un petit peu à certains endroits. Là vous voyez des petits bouts. Mais bon, quand je regarde les projets des autres personnes sur Ravelry, c'est un peu la même chose. Et oui, je pense, enfin, c'est surtout dû vraiment au fait de devoir croiser plusieurs fils sur des longues distances. Il y a quelques méthodes pour ne pas avoir à faire ça. Des choses qui consistent en fait à faire comme une maille en verre
qui sera à l'intérieur du jacquard. Les noms en anglais c'est ladderback, donc c'est arrière échelle, une échelle à l'arrière en quelque sorte du jacquard, et en fait ça évite de croiser les fils. Et j'ai vu plusieurs fois cette méthode, j'ai bien envie de l'apprendre. Bon là j'avais pas trop envie parce que je pense que c'est pas forcément le meilleur projet pour la faire la première fois, pour faire cette méthode une première fois. Vu que les motifs sont gros, que les espacements sont irréguliers, que les endroits où il faut croiser les fils bougent, voilà, j'ai pas l'impression au vu de la méthode, de ce que j'ai vu de la méthode, que ce soit le plus facile à faire pour une première fois. J'ai un patron de pull que je veux faire qui est le pull Thripe Muir, j'essaie de le dire à l'écossaise, qui est un patron d'Isoldatig et qui est un yoke en jacquard avec des motifs de feuilles. Et il me semble, de ce que j'ai lu et de ce que j'ai vu par rapport à ce pull, qu'il y a une méthode de ce type en fait au bout, puisque quand on arrive au bout des motifs de feuilles, les pointes sont assez espacées. D'après ce que j'ai compris, Isolda conseillerait une méthode pour ne pas avoir à croiser les fils à cet endroit-là. Je sais plus où j'ai vu ça, mais je pense que c'est un modèle qui me permettrait plus facilement de faire ça. Mais voilà, de manière générale, pour les jacquards à 3 couleurs avec des motifs qui ne sont pas forcément géométriques et qui sont comme ça un peu gros, je pense qu'il faut que je me penche sur ces méthodes pour un peu améliorer ma tension et que ce soit plus joli, même si là, bon, ça va. Quand on le regarde, il est quand même très sympa. C'est juste pas aussi net que quand je fais des jacquards qui sont très géométriques sur des petits échantillons et sur des motifs qui sont plus serrés, et avec juste 2 couleurs forcément. Mais voilà, je l'aime bien quand même, j'espère qu'il plaira à mon copain, je lui montrerai quelques photos, il a l'air content. J'espère juste que ça lui ira bien au niveau de la taille, mais voilà. Et en fait, l'endroit que je préfère sur ce yoke en jacquard, c'est la fin là. Je trouve que c'est hyper joli, donc ça fait un petit peu montagne enneigée. Et je trouve que c'est hyper joli et je ferais bien quelque chose juste avec des dessins comme ça de montagne. Je trouve ça chouette. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit. Ça fait un petit moment que je vous le montre, ce pull. Il était temps qu'il soit fini. Et voilà. Le pull For Fox's Sake de Maxime Cyr, qui est très sympa, qui n'est pas un jacquard pour débutants, mais qui n'est pas insurmontable, au contraire, loin de là. Mais il faut prendre en compte que du coup, pas mal de petites choses à faire qui font que ça n'est pas parfait tout seul. En fait, il y a certains jacquards qui sont tellement géométriques et sans croisement de fil et juste avec 2 couleurs qu'on a presque besoin de rien faire, même si on fait pas attention, ils sont nickel. Là c'est pas le cas, il faut quand même faire un petit peu attention à sa tension. Voilà. Mais c'est tout ce que j'avais à dire sur ce pull avant de l'envoyer. Et voilà, je retourne dans le futur pour le reste du podcast. Voilà, retour dans le futur. Du coup, entre temps, mon copain a reçu le pull et il lui va bien. Ça va, il l'aime bien, il n'y a pas de souci. C'est juste en bas du pull, en fait, comme quand je l'ai bloqué, j'ai peut-être un peu trop étalé les côtes. Du coup, il a tendance à partir sur les hanches un peu comme ça, ce qui lui plaît pas parce que ça va pas sur un homme en fait. Du coup, j'essaie de lui donner des instructions pour le rebloquer autrement. Mais si ça fonctionne pas, bien la prochaine fois que je le vois, si ça s'est pas arrangé avec le temps, parce que forcément la laine perdra son pli de blocage en quelque sorte, je réduirai peut-être le nombre de mailles sur les hanches pour que ce soit un petit peu plus ajusté à cet endroit-là. Voilà. Mon prochain projet en cours, c'est le pull Shifty, donc qui est un patron d'Andrea Murray. Que je tricote avec un assortiment de laine que je vous avais montré la dernière fois. Et je vous avais juste montré la laine. Et du coup, entre temps, j'ai fait un échantillon.
que vous voyez, hop là, là, et qui est très sympa, qui est plus joli que ce à quoi je m'attendais. Donc j'en suis vraiment très contente, l'association des couleurs me plaît. Au niveau de l'échantillon lui-même, je suis presque juste, j'ai une demi-maille d'écart. Mais c'est pas grave, parce que en fait je tricote la taille 2 qui normalement devrait me donner genre 1 cm d'aisance négative. Mais du coup avec ma maille en moins, ce sera un petit peu plus large, donc ça devrait m'aller un peu mieux comme je le voulais. Et attention parce que j'ai quand même pas mal avancé. Tada, je viens juste de séparer le corps et les manches et j'en suis très contente. C'est plutôt sympa à tricoter, c'est un peu long parce que forcément l'échantillon est assez dense. C'est de la laine sport mais qu'on tricote en 30 mailles pour que la mosaïque soit jolie, parce que la mosaïque ça a tendance à être plus lâche. Et en plus comme les petits bouts de mosaïque ont des mailles en verre, en fait on passe son temps à mettre le fil devant derrière. Moi je tricote à la main avec la main droite. Si vous tricotez à la continentale et que vous savez faire la maille en verre à la norvégienne, je sais pas comment on appelle en français, peut-être que ça ira plus vite. Mais du coup c'est un petit peu long, mais par contre c'est très sympa et assez addictif. C'est assez facile puisqu'on voit où on est à peu près, on sait que si la ligne d'avant, les mailles sont là, il faut qu'elles soient du coup en quinconce par rapport à ça. C'est très sympa, la construction est plutôt simple. Il y a des rangs raccourcis sur le col au dos, donc ça j'aime beaucoup. Et en plus ils sont en mosaïque aussi, donc il faut le faire à plat sur quelques rangs, ce qui demande un petit peu de concentration mais qui n'est pas non plus trop compliqué. Et voilà, et du coup j'ai fait donc la première couleur jusque là et j'ai commencé à mettre ma deuxième couleur. C'est un dégradé un peu subtil mais ça rend vraiment bien, je suis trop contente. Voilà, donc c'est très sympa, ça ne demande pas trop de concentration. Enfin voilà, j'aime bien. Et je suis très contente du look que ça va avoir. Je voulais dire que j'ai eu une idée. J'avais parlé la dernière fois du coup du fait que la laine recommandée par le patron, que c'était très cher. Et vu qu'en ce moment on a pas mal parlé d'avoir une communauté tricot un petit peu plus bienveillante et inclusive, notamment au niveau des prix de la laine, enfin de ne pas mépriser les gens parce qu'ils tricotent des laines moins chères. Et j'en parle pas forcément beaucoup parce que disons que c'est un peu évident pour moi, c'est juste que j'utilise plein de laines différentes et souvent quand je tricote pour moi, ça va être des laines commerciales peu chères, même pour mes designs aussi. Quand j'achète une quantité pull de design, et j'achète la grosse majorité de la laine pour mes modèles, c'est rarement une quantité... c'est rarement un truc bizarre avec l'eau dans la douche qui vient couler toute seule. Bref. C'est rarement une quantité de laine teinte à la main. J'en avais parlé dans un des tout premiers épisodes de podcast en anglais, je crois, parce que quand on va sur les forums de tricot ici et là, il y a très régulièrement des gens qui débutent et qui viennent et qui demandent mais comment vous faites pour vous acheter toutes ces quantités pulls en laine teinte à la main, et à chaque fois ça me laisse un peu ahuri parce que je suis pas très contente que du coup des gens se sentent exclus parce qu'ils ont l'impression que tout le monde tricote uniquement avec des laines à 25 € les chevaux. Et je suis désolée, j'ai été interrompue par mes chiens, du coup je suis un peu perdue. Et du coup j'en parle pas spécifiquement, explicitement sur le podcast, en tout cas des prix de la laine ou de ci et de ça, sauf quand c'est excessif ou une très bonne affaire.
Mais je pense que c'est important d'au moins le dire une fois parce que j'ai remarqué que quand je fais des appels au test, des gens me demandent la permission en fait d'utiliser une laine commerciale pour tester mon modèle. Mais pourquoi? Pourquoi me demandez-vous la permission? Et ce qui est très drôle, c'est que souvent mon modèle à moi est souvent dans une laine encore moins chère que ce que eux veulent utiliser. C'est vrai que de manière générale, l'ambiance des podcasts tricot et des designs tricot, c'est malheureusement très souvent, enfin malheureusement, non, enfin c'est comme ça, mais c'est très souvent des laines plutôt chères de par le travail qu'il y a derrière, que ce soit au niveau des processus de fabrication de la laine, parce qu'elles sont filées d'une certaine façon, qu'elles sont superwash, que c'est des fibres fines, et ensuite qu'elles soient teintes à la main, forcément ça a un certain coût que tout le monde ne peut pas se permettre, et du coup je pense que c'est important en tant que podcasteuse et en tant que créatrice de modèles de le dire que non, vous n'êtes pas obligé de tricoter les modèles avec la laine qui est recommandée, vous n'êtes pas obligé de tricoter de la laine tout court, vous pouvez utiliser de l'acrylique, vous n'êtes pas obligé de tricoter quelque chose de cher. Ce n'est pas parce que c'est cher que ce n'est pas qualitatif. Et souvent, au contraire, parfois, la laine la mieux appropriée pour ce que vous voulez faire, bah, ça peut être beaucoup moins cher qu'une laine superwash merino teint à la main. J'ai la chance de temps en temps de pouvoir me permettre d'acheter des quantités de pulls ou de châles de laine teinte à la main. Là par exemple le pull, si je compte la laine elle-même, bah, ça fait 110 €. Donc c'est un pull à 110 €. Alors c'est mieux que 250 plus les frais de port si j'avais pris la laine recommandée par la créatrice, par Andrea Mori. J'ai dit, c'est un pull d'Andrea Mori, c'est le pull Shifty, j'ai même pas dit. Bref. La laine recommandée du coup dans le patron de base, ça m'aurait coûté 250 € pour faire la taille 2. Là, avec la laine que j'avais dans mon stash, une laine que j'ai achetée avec une carte cadeau, bon, ça fait 110 €. Et c'est quand même un sacré coup. Moi, je trouve personnellement, ça va être mon pull le plus précieux en termes de coût de laine. Je me considère très chanceuse de pouvoir me le permettre ponctuellement. Parce que j'ai étalé ces achats sur plusieurs années et voilà, carte cadeau, etc. Mais c'est pas le cas de tout le monde, c'est déjà beaucoup trop pour d'autres personnes. Et ça, j'en suis tout à fait consciente, et c'est beaucoup trop pour moi la plupart du temps. Voilà, j'ai une quantité industrielle de Holzgarn, hein, donc à 15 € la quantité pull. Voilà, merci les Danois. Mais oui, des fois les laines très bien sont très peu chères, et ma laine préférée, si je devais ne tricoter qu'avec une seule marque de laine, eh bien c'est une laine qui coûte 2 € la pelote. Donc c'est la marque Holzgarn, et j'en serais très contente. Voilà. Mais comme en tant que créatrice, j'ai aussi la chance de parfois recevoir les laines, soit complètement gratuitement, soit avec une réduction significative pour créer des modèles en collaboration. Et du coup, j'en suis heureuse parce que j'adore ces laines-là, et ça me permet de mettre en avant des créateurs, des teinturiers dont j'aime beaucoup le travail et qui méritent qu'on s'y attarde dessus. Voilà, je voulais quand même essayer d'être plus explicite sur le fait que oui, moi j'utilise cette laine-là pour le modèle, soit parce que j'ai eu la chance de pouvoir l'acheter, soit parce qu'elle m'a été offerte pour collaboration ou autre, mais que vous n'êtes absolument pas obligé d'utiliser la même laine que ce que j'utilise pour un modèle. Si cette laine n'est pas dans votre budget, si cette laine ne vous plaît pas parce que vous êtes allergique à la laine, parce que vous préférez tricoter de l'acrylique, ça va même dans l'autre sens, hein. Si je sors un pull en laine rustique et que vous préférez une laine superwash merino teinte à la main parce que c'est plus doux et que c'est ce que vous aimez, bah c'est très bien aussi. Je suis tout à fait ouverte aux questions sur quelle laine irait très bien avec tel ou tel de mes modèles en termes
de construction du fil, de la fibre. Voilà, je réponds tout à fait à ce genre de questions. Si vous hésitez sur qu'est-ce qui fonctionne bien avec telle ou telle technique dans un modèle. Et voilà, je trouve que c'est intéressant de plus mettre en avant le fait qu'il y a plein d'alternatives pour tricoter un modèle et que ça n'a pas à être cher et que abordable ne veut pas dire mauvaise qualité, acrylique ne veut pas dire mauvaise qualité. Personnellement, je n'aime pas tricoter d'acrylique sauf pour éventuellement des couvertures en cadeau, des trucs comme ça, parce que je n'aime pas le toucher, parce que je peux me permettre, physiquement je ne suis pas sensible à la laine et parce que je préfère ça. Mais voilà, c'est très personnel. Et enfin, c'est aussi pas une question de coût, il y a des acryliques qui sont beaucoup plus chers que de la laine naturelle. Enfin voilà, tout est un petit peu mélangé. Mais dans tous les cas, tout tricot est le bienvenu. Et pourquoi je pars sur cette discussion? Parce que j'ai eu une idée. La dernière fois, j'avais donné quelques idées d'autres laines à utiliser pour faire ce pull, s'il vous plaisait. Alors voilà, moi j'utilise une laine de base et ensuite j'utilise des laines à chaussettes que je tiens en double parce que la laine de base est un fil sport, mes laines à chaussettes sont des fingerings fines et du coup en les tenant en double ça fait la même épaisseur et ça fonctionne très bien. Et du coup, en fait, si vous voulez aussi avoir l'effet marbré, multicolore un petit peu du patron original et l'effet qu'on a si on utilise des laines variées à speckles teintes à la main, j'ai pensé qu'on pouvait très bien utiliser 2 fils d'une fingering commerciale. Par exemple, vous pouvez prendre 2 couleurs de Holzgarn, peu importe la qualité, et les tenir ensemble pour avoir cet effet marbré et que à chaque fois, pour chacune des 4 couleurs du patron, puisqu'il y a 4 couleurs contrastantes dans le patron, vous pouvez utiliser 2 fils, alors soit de Holzgarn, soit d'une laine à chaussettes commerciale que vous aimez bien, de n'importe quelle fingering fine en fait, et je pense que ça réduirait significativement le coût. Voilà, même si vous avez besoin de 2 fois la quantité, puisque vous tenez 2 couleurs en même temps, ça vous permet en fait d'avoir cet effet multicolore, de choisir vos couleurs. Mais voilà, par exemple, si vous prenez de la Holzgarn, ça va quand même faire genre 30 € le pull. Quoi. Donc, c'est pas mal quand même. Je tiens à dire aussi, Holzgarn a pas mal de revendeurs en France. Il y a Laine et Tricot et il y a des boutiques physiques qui ont Holzgarn. Et si jamais vous n'avez pas, s'ils n'ont pas toutes les couleurs, si jamais vous voulez une couleur en particulier et qu'elle n'y est pas, le site Holzgarn, donc qui est basé au Danemark, leur boutique en ligne, les frais de port sont plutôt raisonnables, ils sont à 9 € il me semble, et du coup les pelotes sont un peu moins chères, elles sont à 3 $ quelque chose, même moins selon la qualité, je sais pas, 2,50 pour la super soft. Bref, c'est moins cher du coup, bon. Vous payez un petit peu plus de frais de port, mais ça reste raisonnable et ça arrive très bien et rapidement. Et ils font des soldes pour le Black Friday en novembre. Bref, si jamais vous ne trouvez pas la couleur que vous voulez chez votre boutique, ça arrive. Mais voilà, n'importe quelle, peut-être pourquoi pas la Mondim de Retrosaria aussi, qui fonctionnerait très bien en tenant... Ah oui, et en plus la Mondim, il y a déjà des coloris variés dedans. Vous pouvez faire exactement comme ça en fait, avec la Mondim en la tenant en double pour que ça fasse le bon échantillon. Ce serait pas mal ça. Voilà, petite idée pour rendre ce pull abordable, quand bien même avec la laine recommandée, on peut avoir envie de s'arracher les cheveux parce que voilà, c'est de 250 à 700 € pour avoir la quantité suffisante pour se faire le pull, ce qui fait un peu mal quand même. Mais voilà, dans l'idée d'avoir une communauté tricot un petit peu plus bienveillante et accessible, je pense que c'est important d'essayer d'être un peu plus transparent sur le
coût et sur la possibilité de changer et d'avoir plein de manières différentes de tricoter quand on présente un projet. Mais voilà, mon pull à moi, je suis très contente et j'ai beaucoup de chance de pouvoir le faire dans ces laines-là. Parce que c'est ce que je voulais pour ce projet et c'est ce qui me convient. Et ça rend vraiment très bien. Je suis très contente. J'ai hâte de passer à ma 4e couleur. Et vous pouvez voir ici, c'est celle du bas qui est plus différente par rapport aux autres. Mais c'est sympa. Je vais le faire court comme sur le modèle au niveau du corps. Aussi parce que du coup sinon j'aurais pas assez de laine. Et voilà. Et je pense qu'il va être très sympa à porter. Je pense que c'est tout ce que je voulais dire. Je suis désolée si j'ai pas été très claire et très organisée dans mon petit discours sur les prix et tout ça. Mais je pense que c'est bon. Oui, voilà, c'est pas compliqué à faire, c'est assez addictif. Un poil long, mais on y va doucement et ça se passe bien. Et enfin, le dernier projet dont je voulais vous parler, alors, c'est en fait, je retricote un modèle, un de mes modèles. C'est le châle Florasol que j'ai publié au printemps dernier. Et en fait, au départ, ce châle avait été tricoté avec les laines de Tuscan Knits. Bon. Alors heureusement, la conversation est aussi arrivée dans la communauté en France, en français, sur Instagram. Mais voilà, si vous suivez un petit peu le Instagram, il ne vous a pas échappé qu'en ce moment, on parle beaucoup de racisme et du fait que la communauté tricot est raciste et exclut parfois, que ce soit volontaire, involontaire, ça n'est pas la question, exclut certaines personnes en raison de leur couleur de peau, de leur taille, de leurs moyens financiers, justement, puisqu'on en parle, et tout ça. J'en ai pas beaucoup parlé parce que c'est pas moi qu'il faut écouter sur ce sujet-là. J'ai pas envie de me donner des petits bons points et de dire regardez, moi je suis une bonne personne, je fais ça, ça et ça. Non, j'apprends, j'essaie de reconnaître ce qui est problématique dans ce que j'ai pu faire ou dire des fois, de m'améliorer. Voilà, et du coup, je l'ai mis et je les remettrai dans la description dessous sur mon profil Instagram. Si vous regardez dans les stories qui sont à la une, qui sont enregistrées sur mon profil, j'ai renvoyé vers les profils de certaines personnes qui ont fait un travail immense en partageant leurs expériences et en donnant des ressources justement pour un petit peu améliorer les choses et faire en sorte que tout le monde se sente le bienvenu dans cette communauté tricot. Et voilà, j'ai pas envie de parler à la place des personnes discriminées, que ce soit couleur, etc. etc. Alors, j'ai fait mon podcast en anglais, je me suis excusée en anglais, je vais m'excuser aussi en français parce que je vais le dire tout simplement, même si le français c'est ma langue maternelle, le problème c'est qu'on a une terminologie sur ces sujets-là en français qui est un peu vacillante et je ne connais pas les termes corrects avec lesquels les personnes discriminées veulent qu'on s'exprime, parce que il y a des termes en anglais, people of color, black and indigenous people of color, et les termes en français je ne les connais pas. Si vous les connaissez, dites-les-moi. je cherche des ressources, mais bon, c'est pas... Comment dire, c'est pas très facile à trouver en français, en tout cas. J'ai mis voilà, les liens vers les personnes qu'il faut écouter et pas forcément moi parce que je veux pas parler à leur place. En revanche, je me suis rendu compte qu'il faut absolument que je parle pour moi et que je le dise clairement, que je veux que ce soit un espace accueillant pour tout le monde, bien évidemment. Ça devrait être évident, ça ne l'est pas, ça n'est pas parce que je pense que ça devrait être évident qu'il ne faut pas que je le dise, pour que les personnes qui sont d'habitude exclues se sentent bien et se sentent en sécurité si elles veulent interagir avec moi, puisque l'idée
c'est bien évidemment d'interagir avec le plus de personnes possible. La seule règle ici, c'est juste d'être bienveillant et décent, et voilà. Je pense pas que ce soit très difficile. On n'a jamais eu de problème ici, en tout cas. Mais voilà. Et du coup, un dérivé de ça, c'est que malheureusement, Maria de Tuscan Knits, donc la teinturière derrière Tuscan Knits, a posté une vidéo sur ce sujet où, voilà, qui découle de ce sujet, mais où elle ne fait pas vraiment l'effort, pas du tout l'effort, de reconnaître les témoignages qui ont été partagés. Je ne suis pas du tout d'accord avec sa vidéo, je la trouve très limite et je ne veux absolument pas la soutenir après avoir vu ça, tout simplement. Du coup, j'ai décidé que j'allais retricoter une version de Florasol pour avoir un nouveau modèle à photographier pour ne pas la soutenir en fait. Déjà parce que évidemment, d'un côté un peu égoïste, je ne veux pas être associée aux idées et aux opinions qu'elle défend dans sa vidéo parce que je trouve... je ne suis pas d'accord, tout simplement. Et aussi parce que, et surtout en fait, parce que je ne veux pas que quelqu'un voit que j'ai un modèle créé avec Tuscan Knits et du coup se pose la question, est-ce que je peux interagir, est-ce qu'ils pourront interagir avec moi, du coup, et un doute en fait sur le fait qu'ils puissent ou non interagir avec moi et être le bienvenu. Voilà, comme je l'ai dit, l'idée du podcast, l'idée d'être en ligne, c'est de partager avec le plus de monde possible et que ce soit parce que vous avez d'autres moyens financiers que moi, parce que vous n'êtes pas créatrice de modèle et que vous n'avez pas la chance d'être de temps en temps contactée pour recevoir de la laine gratuitement, que ce soit parce que vous avez une couleur de peau différente de la mienne, une corpulence différente de la mienne, que vous êtes une personne handicapée, enfin voilà, je ne veux pas que vous vous posiez la question de est-ce que c'est sûr, est-ce que c'est, je ne sais pas sûr, est-ce que c'est, est-ce que vous pouvez échanger ici, voilà, vous pouvez. J'ai bien conscience que ce n'est pas à moi de décider si quelqu'un se sent en sécurité dans mon espace, mais dans tous les cas, je veux le dire que je veux que ce soit le cas. C'est compliqué hein, de s'exprimer correctement. Mais bref, du coup, j'ai décidé de retricoter Florasol en utilisant les laines que j'apprécie, d'une personne que j'apprécie. Et donc, j'ai fouillé un peu à droite à gauche et j'ai décidé d'utiliser les laines de Papiput, donc qui est Amelia, qui est une teinturière indonésienne et que j'avais déjà utilisé pas mal de fois, et notamment pour faire un pull, un genre de sew faded de court à manches courtes. L'été dernier, il me semble que j'avais fait. Et je voulais utiliser sa base Tough Sock parce que je pense que c'est ma base à chaussettes de teinturier préférée. Si vous aimez les bases à chaussettes, les bases fingering un peu rondes, un peu plus épaisses, vraiment celle-ci c'est super. Il y a quand même 400 mètres pour 100 grammes, mais elle est ronde, elle est bien moelleuse et gonflante. Elle est vraiment très très sympa. Et donc Papiput, elle teint aussi bien des laines unies, des fausses unies, que des laines à speckles et des associations de couleurs très sympas. Donc ça c'est Smoke Ace, donc c'est une base naturelle avec des petits speckles un peu terracotta et charbon, gris charbonneux. Et Abou, qui est un gris faux uni très sympa. Et je me suis dit qu'ils allaient très bien ensemble et que c'était très joli pour Florasol. Et donc j'ai commencé à tricoter, puisqu'on parle de prix, Papiput à des prix très raisonnables, et quand bien même c'est envoyé depuis l'Indonésie, les frais de port sont corrects et rapides. J'ai commandé 3 fois chez elle je crois, et à chaque fois c'est arrivé en à peine un peu plus d'une semaine. Mais voilà. Possibilité.
J'ai commencé, et donc Floresol c'est un châle qui se tricote en biais en fait, et qui commence avec une pointe de rayure. Et donc c'est ce que ça donne, les deux couleurs mélangées. Très sympa. Je vais doucement dessus, puisque je le fais sur mon temps perso. Mais voilà, je suis très contente de l'association. J'ai un petit peu hésité au début sur quelle couleur je voulais mettre dans quel sens, puisque le châle en fait, donc il y a cette pointe en rayure, et ensuite il y a une grande partie avec des jetés, et ensuite il y a une partie texturée. Et j'hésitais à quelle couleur mettre où, mais après je me suis dit que les speckles avec les trous des jetés, c'était pas très heureux. Et du coup j'ai décidé que ça ce serait les jetés et ça ce serait la texture. Voilà. Donc j'ai hâte d'avancer là-dessus et d'avoir quelque chose de sympa à photographier pour un petit peu rafraîchir ce modèle. Voilà. Je pense que j'ai tout dit sur tout. J'espère que j'ai su faire comprendre ce que je voulais dire sur les différents sujets. N'hésitez pas en tout cas à échanger dans les commentaires comme j'ai dit, tout en étant respectueux et bienveillant. L'idée c'est vraiment de dire quand il y a quelque chose qui ne fonctionne, qui ne va pas, qui ne fonctionne pas, qui n'est pas correct, pour qu'on puisse améliorer. Mais voilà, tout en étant bienveillant. Voilà, je pense que c'est tout pour cet épisode. Je sais pas combien de temps il va durer. Mais voilà, je pense qu'on se reverra dans pas trop longtemps puisque début mars j'aurai des choses à vous dire aussi. Et voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et je vous dis à la prochaine.